Un de mes intérêts dans mes recherches a été a été pour la manière dont les autochtones sont représentés dans les musées. Et en fait, je crois que cet intérêt, il est né aussi du terrain. Il est né de la confrontation que j'ai eue avec les deux musées locaux, le musée de Cape Mudge et le musée d'Alert Bay. Et la manière, le message que ces musées ont voulu faire passer à travers la muséographie, au travers de la mise en espace, mise en scène des objets de la Potlatch Collection. Et bon, je crois que c'est quand même un moment important, peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment souligné, mais je pense que c'est peut-être un moment important dans la muséographie canadienne, dans les rapports des musées d'ethnographie aux communautés autochtones. C'est qu'évidemment, cette mise en espace, l'arrangement des objets dans les musées, dans chacun des musées, n'a pas pu se faire sans la consultation des représentants de ces communautés. Donc le le Kwagyouth Museum, qui est devenu Nuyumbalist Society, a reçu l'aide de la muséographie a été faite par le musée de Vancouver, le musée d'anthropologie de Vancouver, tandis que la mise en scène, la mise en espace du musée d'Alert Bay a été faite par le personnel, les conservateurs du musée de Victoria. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des musées qui sont nés à 6 mois d'intervalle à peu près, non peut-être un peu plus, 1 an et demi, et qui, disons, ont la collection, donc qui a une même collection qu'ils ont partagée, qui a la même provenance, la même histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux musées, chacun des musées a donné sa version, la manière dont ils voulaient être représentés, ce qui était important, deux versions deux messages différents dans la manière dont ces objets ont été représentés. Au Kwagyouth Museum, la mise en espace est tout à fait classique. Les objets sont sur des supports et sont exposés dans des vitrines. Mais l'accent a été mis sur la valeur symbolique des objets, sur la valeur patrimoniale des objets. C'est-à-dire que les objets ont été exposés par vitrine, mais c'était des vitrines qui étaient consacrées à un propriétaire. Donc c'était tous les objets qui avaient appartenu à X ou Y. Donc ce qui était mis en valeur justement, c'était la richesse du patrimoine symbolique des chefs, et par là même, ce qui voulait être mis en valeur, c'est effectivement cette hiérarchie sociale, qui est toujours très prégnante, très prégnante au sein des sociétés Kwakwaka'wakw, et en quelque sorte une hiérarchie des différents acteurs qui ont participé au Potlatch de 1921, ou même ceux qui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que effectivement, c'est non seulement les chefs qui ont, par exemple pour Cape Mudge, c'est non seulement parce que je crois qu'il y avait un seul chef, Billy Assou, qui était qui a participé à ce Potlatch, mais tous les chefs de Campbell River
et de Cape Mudge, donc ont abandonné leur paraphernalia, leurs objets sous la contrainte. Donc là, je crois que c'était vraiment le message clair, c'est, disons, encore la pertinence d'un système hiérarchique, et qu'il y a toujours quand même des gens qui détiennent un patrimoine symbolique, et d'autres qui n'ont pas. Donc cette hiérarchie entre les différents membres de la communauté. Donc la muséographie a été remaniée à la fin des années 1990, vers 98. Je crois aussi parce qu'il y a des objets qui sont partis pour Alert Bay. Mais aussi, il y avait une volonté peut-être plus de contrôle, encore peut-être plus important, par certaines personnes, de la représentation de la culture Kwakwaka'wakw. Alors il y a eu donc les objets étaient plus, toujours le nom des propriétaires apparaissait, mais là les objets étaient organisés, présentés par catégorie, selon les rituels dans lesquels ils intervenaient et selon l'ordre dans lequel ils intervenaient dans les rituels. Mais il y avait aussi tout un discours sur le potlatch, avec une explication, mais c'était si je me souviens bien, c'était avec des moyens assez, c'était plutôt des photocopies, c'était pas des moyens professionnels, si on peut dire, où étaient ces explications. Mais toujours est-il que aussi, ce qu'on avait, il y avait aussi des photos. On avait aussi, ajouté des photos des chefs qui avaient participé, donc qui avaient été les victimes justement de la confiscation. Donc en fait, on racontait bien une histoire locale, mais une histoire de la hiérarchie. Et en fait, un personnage important avait été mis en valeur, qui était le chef Billy Esu, qui a été chef pendant très très longtemps de la communauté de Cape Mudge, qui a fait prendre un virage de la modernité aussi au musée, à la communauté au village dans les années 1920, et qui est présenté comme un homme fort, un homme puissant de cette communauté. Et même la famille, pour l'inauguration, a fait sculpter un mât avec des blasons qui appartenaient à la famille Yassou, qui est aussi au cœur, qui est installé dans le musée. Et depuis lors, je suis revenue ces dernières années, même l'été dernier, donc c'était en en septembre 2018, et depuis lors, le musée a obtenu la restitution de pièces qui certainement avaient été vendues à l'époque, la restitution de poteaux de maison qui étaient dans la maison communautaire du chef Billy Esu. Et donc il y a une mise en scène qui est, disons, en hommage à ce chef, ce qui indique aussi l'importance d'une famille au sein de cette communauté. Voilà. Donc le message du musée d'Alert Bay est complètement différent. Effectivement, on signale la hiérarchie. Mais en fait, cette hiérarchie, ce qui est indiqué, c'est la hiérarchie des différentes tribus, des différents groupes Kwakwaka'wakw. Ils étaient à peu près au nombre d'une vingtaine. Et cette hiérarchie, elle est représentée, figurée par des photographies anciennes des musées,
de telle sorte qu'ils sont disposés le long d'un mur, accrochés au mur, mais de telle sorte qu'on va du village le plus haut hiérarchiquement dans la dynamique du potlatch jusqu'au plus bas. Et évidemment, Cape Mudge se trouve le plus bas, donc on est un peu dans une guerre. De dire bon, nous on est plus important et donc ça justifie qu'il y ait un musée à Lord Bay. Le discours aussi est différent parce que quand le visiteur entre dans le musée, on est saisi, il y a un film qui est construit autour de témoignages des anciens, des anciens qui ont été les témoins de la confiscation et qui racontent leur tristesse, leur douleur et l'humiliation qu'a été la confiscation. Et puis, donc, il y a une espèce de grand couloir, et puis on arrive dans une pièce rectangulaire qui s'apparente, disons, à une maison communautaire. Et là, les objets sont exposés. Ils ne sont pas exposés dans des vitrines, ils sont mis comme ça, j'allais dire à l'air libre, hein, comme si ces objets allaient respirer maintenant, enfin. Et en fait, ils sont comme des témoins. En fait, on a l'impression que ces objets vous observent et que c'est comme des témoins justement de la répression. Ils sont là, on a l'impression que quand on arrive, ils vous jugent en quelque sorte. Et ces objets, donc, ils sont les témoins de ce qui s'est passé, de la répression et de la loi anti-potlatch. Donc là, les objets sont organisés en catégories. Hein, par exemple, tel type de masque, tel autre type de masque, les cuivres sont ensemble, etc. Et puis les cuivres ensemble, etc. Et si je me souviens bien, là aussi, au centre, a été construite une plateforme où effectivement sont disposés tous les masques, les Ramsulk, les masques qui participent, qui sont portés lors du rituel Hamatsa, et qui sont des masques d'une très grande importance, qui peuvent mesurer plus d'1 mètre de long, etc. Et donc il y a quelque chose une muséographie qui est assez frappante. Et ces masques vous attendent justement aussi dans la demi-obscurité. Et donc en fait je pense que le message, comment dire, le message est d'une certaine manière peut-être plus politique. Au musée de Oumista, c'est-à-dire que le message est de dire voilà, vous nous avez humiliés, vous nous avez réprimés, mais on est encore là et on vous attend de pied ferme. C'est peut-être plus la notion de résilience qui est mise en avant. En exergue, tandis que ce qui semble très très important au musée de Cape Mudge, au Quagga Museum, justement, c'est l'omniprésence du système hiérarchique au sein qui est un des principes clés du fonctionnement de la société, même encore aujourd'hui. Donc en fait, c'est effectivement je me souviens même quelqu'un qui a un Kwakwaka'wakw, qui est pourtant un chef, qui m'a dit effectivement, ça serait très bien si un jour la société Kwakwaka'wakw allait devenir démocratique. Mais je pense que justement, ce régime de valeurs, qui est centré sur la hiérarchie fonctionne toujours et est toujours très très important. Alors je pense que c'est justement cette expérience de ces deux musées qui m'a amenée à m'intéresser dans le contexte actuel justement des modalités de représentation des autochtones dans les musées canadiens et américains. Il faut dire aussi que depuis les années 1980, les représentants des communautés locales ont
exprimer leur volonté de jouer un rôle actif, plus actif dans les modes de représentation et d'être au moins, à tout le moins, considérés comme des consultants, de vouloir avoir accès aux collections, à leur interprétation, les modes d'exposition et aussi à exprimer leur voix, disons dans les modalités dans les modes d'exposition, et que ce n'est plus. Et puis aussi surtout, je crois qu'il y a un aspect très très important, c'est de montrer que ces sociétés ne sont pas des sociétés qui ont disparu, mais qui sont bien des sociétés vivantes. Et je crois que ça, par justement le biais de témoignages, de témoignages audiovisuels, où les gens parlent des objets, c'est par ce biais-là que les autochtones souhaitent prendre la parole et puis et aussi jouer un rôle de plus en plus important dans la conservation et dans l'interprétation des objets. Effectivement aussi, est apparu aussi notamment la notion d'objets sensibles, d'objets sacrés, d'objets et qui donc qui a trait justement au mode de manipulation de ces objets et à la conservation de ces objets, qui est aussi, disons, un moyen, qui est une forme d'expression politique sur le contrôle de l'image qu'on donne des communautés à travers la présentation, à travers l'exposition des objets. Il y a eu ça, c'est souvent cette question, elle est cruciale, elle est très importante au Canada et aux États-Unis, mais aussi dans toutes les pays de peuplement, les pays de peuplement comme aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où finalement les premiers habitants se sont trouvés minoritaires dans leur pays. Il y a eu aussi au Canada la question, beaucoup de personnes ont travaillé sur ces questions, je pense notamment à Ruth Phillips, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages et d'articles sur ces questions-là. Mais il y a ce qui a mis le feu aux poudres au Canada, c'est l'exposition en 1988 de Spirit Sings au musée, au Glenbow Museum à Calgary, lors des Jeux olympiques d'hiver, en 1988. Et ce n'était pas tant le contenu, c'était le Glenbow avait voulu faire une exposition qui était en quelque sorte, qui représentait toutes les nations autochtones du Canada, qui est une espèce de vitrine, et où ces nations étaient représentées à travers les objets. Mais l'exposition était en partie financée par la Shell Oil, qui avait la Shell Oil qui, lorgnait, qui voulait exploiter des territoires qui étaient revendiqués par les cris du Lubicon. Et donc il y a eu un boycott qui s'est organisé, et l'exposition a eu lieu, mais il y a eu un boycott qui s'est organisé. On a demandé à certains musées, au musée, de ne pas prêter les pièces pour l'exposition. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui était important, c'est que il y a eu de nouvelles relations se sont instaurées entre les musées et les autochtones, et il y a eu un workshop, un atelier qui a été mis en place pour réfléchir
pour réfléchir justement à la mise en place de nouveaux protocoles, de nouvelles relations entre les autochtones et puis les musées d'ethnographie. Et parallèlement, donc il y a eu une task force qui s'est mise en place. Et en fait, parallèlement, aux États-Unis aussi, il y a eu le NAGPRA, Native American Grave Protection Act, et qui a été déclaré en 1990 ou 92, je ne sais plus, et qui aussi donnait, instaurait de nouvelles relations entre les autochtones et les musées, et aussi qui portait sur la question du rapatriement, de la restitution des pièces, des objets qui avaient été collectés, dans des circonstances tout à fait diverses selon les musées. Mais donc c'était l'obligation, ou disons au moins, de fournir des listes des collections pour les musées qui étaient financés par le gouvernement fédéral américain. Voilà. Donc dans cette lancée aussi, en fait, ce travail justement d'intérêt sur les musées, en fait, je le partage aussi avec une collègue, Joëlle Rostowski, qui elle a travaillé plus sur les Lakota et puis aussi chez les Pueblos, et qui a fait une thèse d'État sur la conversion. Et donc cet intérêt, je le partage avec ma collègue Joëlle Rostowski. Et par exemple, nous avons fait, c'est une sorte de terrain, puisque nous étions par exemple présentes en 2004 à l'inauguration du National Museum of the American Indian, qui, tout à l'heure, je l'ai dit, a été créé à partir des collections du Museum of the American Indian, de la High Foundation. Et donc, où là, effectivement, le motto, c'était vraiment de dire, de représenter des cultures vivantes, et justement de ne pas, et de mettre de côté les prétentions scientifiques, ethnographiques, scientifiques, et des rapports de force entre les ethnologues qui sont censés savoir tout sur les communautés, où les communautés ne sont pas sollicitées. Et donc là, c'était complètement un renversement, disons, des manières de faire. Et aussi de faire aussi comprendre les valeurs autochtones. Donc en fait, avec Joëlle, nous avons écrit, je pense, plusieurs articles là-dessus, sur cette question. Et puis aussi, en fait, il était important aussi qu'on se fasse un peu les porte-paroles en France des nouvelles pratiques muséographiques, justement en Amérique du Nord, puisque c'était pas, la consultation d'autochtones ou de représentants de communautés d'autochtones n'est pas forcément à l'ordre du jour dans les musées français, et notamment au musée du Quai Branly, sauf que maintenant je pense qu'il y a un accès quand même aux collections. Au musée du Quai Branly. Donc en fait, il était important d'expliciter, d'explorer ces questions, et de le faire connaître à un public français. Et aussi, nous avons justement aussi écrit publié un article dans le débat, dans la revue Le Débat, qui était consacrée au musée du Quai Branly, et où on a fait justement un historique des différentes manières, des différentes muséographies, et
des différentes muséographies, justement depuis du cabinet des curiosités jusque justement en passant par toutes les écoles comment dire, évolutionnistes, diffusionnistes, c'est la manière dont les objets ont été exposés dans les musées d'ethnographie, et quelle était l'idéologie, le message qui était transmis par ces manières d'exposer. Peut-être plus en amont, avec le musée, mais je reviendrai, avec le musée du Quai Branly, justement dans le cadre de l'exposition des arts premiers au Louvre. Il m'a été demandé, avec une collègue qui travaillait, Marine de Gly, qui travaillait avec Jacques Kerscharch, de publier un petit découverte Gallimard sur un peu sur l'histoire du regard sur les arts premiers. Donc on a fait ce petit ouvrage qui s'appelle les arts premiers, le temps de la reconnaissance. Et donc, en fait, on a parlé de l'évolution du regard à partir de la Renaissance jusqu'à la découverte par les artistes au début du XXe siècle, la découverte des arts africains océaniens par les artistes du début du XXe siècle, et puis la découverte des arts de la côte nord-ouest et des arts yuppiques par les surréalistes quelques années plus tard, dans les années 1920. Voilà. La politique a quand même un petit peu changé en France, comme je disais. Les peuples, je pense que les représentants des communautés autochtones ont maintenant accès aux collections dans les musées français. Et à ce titre, il y a un exemple remarquable qui est celui du musée de Boulogne-sur-Mer.